Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de ce mois-ci qui est sur les bonnes pratiques d'un diagnostic électrique qui va être donné par Jérôme Bergeron-Carpentier qui est spécialiste de l'éducation chez Consulab. Et on a aussi Jean-Martin qui est le représentant des ventes pour le Québec et les Maritimes. Donc, c'est ça. Puis, durant la réunion, vous allez voir que la conversation est désactivée, mais il y a l'onglet questions et réponses juste à côté que vous pouvez laisser vos questions là durant toute la réunion et on va y répondre à la fin s'il y en a. Puis, c'est ça. Donc, je te passe la parole, Jérôme. Juste avant, je ne sais pas si Jean-Martin, tu voulais dire un petit mot à tout le monde ou on T'es t'entend muté pas par ou contre. t'es muté? Excusez-moi, j'ai dit salut tout le monde, merci d'être là. Il y en a certains, là, je reconnais des noms, donc il y en a certains qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui est le représentant Québec Maritime. À la fin du webinaire, Mégane va envoyer un lien. Vous allez avoir mes coordonnées puis ceux-là de Jérôme. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Fait que Jérôme, écoute, je te laisse aller avec ton webinaire. Parfait. Je vais juste partager mon écran ici. Et voilà. Donc, je ne sais pas si Megan, tu peux confirmer là, qu'on voit bien le PowerPoint. Oui, on voit tout. Parfait, génial. Donc, merci tout le monde d'assister au petit webinaire là, sur tout ce qui est base des bonnes pratiques en diagnostic électrique. Aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment juste focuser sur, en fait, des points bien précis pour pouvoir déjà, dans nos classes, pouvoir permettre là, de peut-être justement améliorer ou avoir des petites idées de comment, où est-ce qu'on peut venir contribuer à l'apprentissage des étudiants en termes de tout ce qui est électricité, de peut-être simplifier la chose. C'est sûr et certain qu'il pourrait y avoir une deuxième partie du webinaire où est-ce qu'on va pouvoir vraiment venir décortiquer de long en large plusieurs concepts, analyser certaines là, chartes de diagnostic, par exemple, et tout. C'est sûr et certain que là, avec le temps qu'on avait au niveau d'une demi-heure, j'ai fait un petit PowerPoint là, justement où est-ce que je vais venir focuser sur des parties plutôt importantes. On va venir utiliser là, tout au long du webinaire le CL1919. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà probablement dans leur classe là, ou même à l'école. Euh, on va venir rajouter même quelques petites activités que peut-être que vous n'étiez pas au courant, qui vont être accessibles via le webinaire ici, ou même si vous voulez avoir les documents physiques, là, on va pouvoir vous les envoyer à la fin, là, simplement nous le demander, là, passez par moi, Jean-Martin ou Megan, peu importe. On va venir s'assurer là, de vous fournir l'information. Mais c'est qu'on peut venir vraiment aller chercher un aspect puis un angle intéressant avec le CL1919. Donc, en tant qu'ancien enseignant, là, je le sais, chaque année, c'était toujours la même histoire qui se répète continuellement. On avait toujours des nouvelles cohortes avec deux types de personnes, ceux qui étaient contents puis qui avaient hâte et ceux qui étaient un petit peu plus craintifs lorsqu'on venait par finir par enseigner puis rentrer dans les modules touchant à l'électricité. C'est un concept qui fait peur, on le sait, on l'a tous déjà passé par là. Euh, c'est là où est-ce qu'on va venir vraiment focuser sur les bases pour pouvoir simplifier le concept de l'électricité. On dit que c'est abstrait parce que, bon, on s'entend, l'électricité, ça circule. En fait, on a un mouvement d'électrons là, qui va passer là, de pas loin de 300 000 km par seconde. Donc, on n'a pas le choix, justement, de venir essayer de combler l'aspect peut-être plus imaginaire de la chose avec des analogies toutes simples, là, passant par exemple le fameux circuit simple avec de l'eau. Ça peut être un aide qui est très, en fait, adapté pour pouvoir justement là, expliquer le concept de l'électricité à tous les étudiants. On parle vraiment de la base, on part avec des illustrations, des descriptions. C'est la base de l'électricité, des volts, de l'ampérage et des ohms au niveau de la résistance. Néanmoins, ces bases-là, c'est ce qui va nous suivre tout au long de notre apprentissage en tant que, mettons, étudiant ou en tant que professionnel, là, lorsqu'on va être en train de diagnostiquer différents types de problèmes électriques, peut-être plus simples jusqu'aux plus avancés. On va toujours devoir venir se fier sur les bases qu'on a
en termes de l'électricité. Puis ces bases-là, ben, c'est toujours plus simple lorsqu'ils sont solides, maîtrisés. C'est là-dessus qu'on va venir s'appuyer parce qu'en électricité, on le sait, si jamais on commence à s'éparpiller à gauche et à droite, on se perd facilement. Donc, c'est vraiment important d'avoir une belle structure. Puis cette structure-là, pour qu'elle soit stable, ben, il faut avoir des bonnes bases. Donc, c'est aussi simple que de montrer des images qui peuvent paraître peut-être enfantines un petit peu au début comme ça, où est-ce qu'on va voir les volts qui vont venir pousser l'ampérage, donc les électrons qui vont créer justement une circulation de l'ampérage dans nos fils électriques. Et évidemment, notre petit cowboy qui va agir là, comme résistance, qui va venir jouer indirectement sur le passage des électrons. Donc, plus qu'on a de résistance, évidemment, moins qu'on va avoir d'ampérage. On parle vraiment là, de concepts abstraits au niveau de l'électricité. On parle de 1 ampère qui est égal à 6,24 milliards de milliards d'électrons qui vont circuler en 1 seconde d'un point A au point B dans un circuit électrique. Donc, c'est dur là, pour les étudiants, là, surtout lorsque c'est leur premier contact avec l'électricité, de comprendre justement là, le concept général global de celle-ci. Ensuite de ça, c'est vraiment important de focusser évidemment sur tout ce qui est utilisation du multimètre pour prendre des mesures électriques, hein, on le sait. Si ce n'est pas l'appareil le plus utile pour le diagnostic électrique, ben, c'est sans doute l'un d'entre eux. De comprendre comment il fonctionne, c'est vraiment important. Lui, de la manière qu'il communique avec nous, c'est avec des valeurs, puis il faut être en mesure de savoir les lire, savoir les interpréter et les analyser. Le multimètre ne nous mentira pas. C'est probablement une mauvaise manipulation, peut-être, qui peut nous induire en erreur. Néanmoins, lui, de la manière qu'il fonctionne, c'est il prend les mesures là où est-ce qu'on place nos différentes probes. Puis c'est ça, il faut être capable de comprendre c'est quoi qu'on lit pour pouvoir justement passer à la prochaine étape et bien diagnostiquer justement nos problèmes électriques. C'est sûr et certain que de comprendre toutes ces bases-là, de comprendre tous ces appareils-là, c'est vraiment ça qui va nous permettre justement en fait, de diagnostiquer les circuits électriques de manière efficace, de manière précise, hein, parce qu'on veut vraiment isoler le problème le plus possible. Puis, on ne se le mentira pas, on veut aussi être capable de diagnostiquer le problème assez rapidement pour pouvoir justement là, répondre à la demande du marché actuel, là, que ce soit dans les concessionnaires automobiles ou dans les garages. On a une pression en lien avec la productivité, donc on n'a pas le choix d'être quand même assez efficace, rapide, là, justement, dans nos diagnostics. Puis pour ce faire, ben, c'est ça. Ça passe par la compréhension des bases puis la compréhension de nos appareils de mesure. Avec l'expérience que j'ai eue dans les salles de classe, il y a un petit concept qui était parfois mal compris, vraiment au niveau de résistance électrique versus la résistance mécanique. On le sait, la résistance électrique va venir contribuer justement à la baisse ou à l'augmentation de notre ampérage. Donc, si jamais j'ai évidemment plus de résistance, je vais avoir moins d'ampérage. Néanmoins, la résistance mécanique, elle, ben, c'est tout à fait différent. Donc, ici, avec le CL19, j'ai fait vraiment un montage très simple en partant de l'alimentation à ma fusible. J'ai branché en série mon multimètre en ampérage pour venir vérifier l'ampérage qui va circuler dans mon petit circuit ici très simple avec le petit moteur électrique. Donc, si on a 0,009 ampères, donc pratiquement aucun ampérage qui circule là, sur le produit, on s'assure toujours chez Consulab que ça soit quand même assez sécuritaire. Donc, si je rajoute une résistance avec ma main, donc je vais venir serrer le moteur, je vais créer une résistance qui va être mécanique, on va venir voir vraiment une augmentation significante de l'ampérage. Donc, on peut venir simuler ce phénomène-là qui peut se produire là, dans la vie de tous les jours, que ce soit par exemple avec une accumulation de neige, de rouille, de boîtes, peu importe, que ce soit au niveau, disons, des ventilateurs, de radiateurs. Donc, c'est vraiment de comprendre l'impact que ça peut avoir sur un circuit électrique, une résistance électrique versus une résistance mécanique. Dans ce cas-ci, on a une augmentation d'ampérage avec une augmentation de résistance mécanique, ce qui pourrait peut-être éventuellement conduire à une fusible grillée.
Lorsqu'on va dans nos diagnostics électriques et qu'on tombe sur une fusible grillée, automatiquement, on peut peut-être penser à un court-circuit. Néanmoins, il faut comprendre effectivement que le problème ne peut venir d'ailleurs que juste un court-circuit. Donc, c'est vraiment ces bases-là qu'il faut être en mesure de bien explorer avec les étudiants. Également, on va venir promouvoir de plus en plus l'utilisation du multimètre en fonction volt pour venir faire nos diagnostics électriques, que ce soit en chute de tension ou en tension tout simplement appliquée. Mais il faut encore là comprendre les valeurs qu'on obtient viennent de où, comment ça fonctionne. Dans ce cas-ci, c'est vraiment d'expliquer comme quoi que notre multimètre, en réalité, c'est en vol DC, ça va être une calculatrice, hein, une simple soustraction du valeur sur le probe rouge du multimètre moins la valeur du probe négatif du multimètre. Comme dans ce cas-ci, on aurait une batterie de 13 volts. Donc, sur l'image du haut, on a 13 volts sur notre borne positive de la batterie et évidemment une masse qui va être très près de 0, voire même 0. Donc, 13 moins 0, on n'a pas besoin d'être super bon en mathématiques pour déjà savoir le résultat. Donc, 13 volts, si on inverse nos probes, ça nous donne raison. Hein, on voit automatiquement qu'ici, on fait l'opération inverse. Donc, sur notre probe rouge G0, 0 moins 13, qui va nous donner justement notre valeur négative de 13 volts. Donc, juste de comprendre ce phénomène-là, de comprendre comment les appareils fonctionnent, sans rentrer trop en détail, peut permettre là, vraiment aux étudiants de comprendre les valeurs qu'ils obtiennent lorsqu'ils prennent leurs mesures directement sur la voiture. Et même, ça, c'est un aspect qui est super important, de prédire d'avance les genres de valeurs qu'il devrait y avoir sur certains points avant même de le faire. Là. Donc, ça peut permettre à contribuer à un meilleur diagnostic et ou plus rapide. Une autre expérience qui est super intéressante à faire en classe, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, donc encore là, ça vient complémenter un petit peu comment est-ce qu'un circuit électrique fonctionne et comment notre appareil fonctionne. Donc, on peut prendre les étudiants, faire une espèce de circuit en série. Donc, j'ai un étudiant qui va venir toucher, par exemple, le pôle positif d'une batterie 12 volts de voiture qu'on a en classe, peu importe. On va tout faire une chaîne, créant ici un circuit en série. Par la suite, j'ai mon multimètre ici, où est-ce que j'ai à la masse de ma batterie et de l'autre côté, je vais avoir les autres étudiants qui vont tenir le probe rouge du multimètre. Puis, on va leur demander quelle valeur qu'on devrait s'attendre. Donc, n'oublions pas que la résistance interne de notre corps, là, évidemment, va varier, là, mais on peut se tenir là, dans les alentours là, de 3000 ohms. Donc, on rajoute des résistances en série de 3000 ohms, 3000 ohms, 3000 ohms à pu finir. Puis là, on se demande quelle est la tension qu'on va lire. Mais on va lire 12,6 volts, même si on lit tous nos petits corps ensemble en série. Puis c'est de leur poser la question, expliquez-moi ça, pourquoi, selon vous, on obtient tout de même là, la valeur de la batterie. On peut aussi utiliser une autre méthode qui, par la suite, pour complémenter le tout, pour simplifier vraiment cette compréhension-là. Donc, si je redessinais un genre de circuit où est-ce qu'on a notre batterie de 12,6 volts, et donc, on pourrait dire qu'on aurait deux routes. Hein? Donc, on oublie nos résistances de 3000 ohms. On essaie de rendre ça toujours plus concret. Donc, on fait des analogies avec des concepts qu'ils maîtrisent déjà. Donc, disons qu'on remplace nos résistances ici par des éléments qui pourraient se retrouver sur la route, qui pourraient créer un certain trafic. Hein? C'est un petit peu ça qu'on parle lorsqu'on a de la résistance, on parle de trafic. Donc, ici, par exemple, je pourrais y avoir un pont, une zone de construction, on pourrait y avoir des dos d'âne. Et de l'autre côté, on pourrait y avoir une zone scolaire, de la route de gravier, une zone de piétons. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'ici, c'est la fin de notre route. On n'a aucune connexion entre les deux. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une petite batterie qui, elle, va envoyer 12 volts, ou dans ce cas-ci, on pourrait dire, mettons, exemple, une sorte de 12 voitures qui vont s'accumuler au fil du temps jusqu'à la fin de notre route ici. Donc, il n'y a pas de circulation qui se passe. Donc, à ce moment-là, en quelque sorte, on va venir oublier les résistances qu'on a sur notre circuit. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est simplement venir avec notre appareil mesurer
le nombre qu'on a ici à la fin de notre route et le nombre qu'on a sur notre deuxième route. Ici, évidemment, on va avoir 0 vu qu'on n'est pas connecté. Donc, on a 0 voiture qui va venir se situer sur cette route-là, tandis que celle-ci, les voitures sont à l'arrêt, puis on a atteint notre maximum, on s'est accumulé. Donc, on va lire le 12,6 volts. La réalité, c'est qu'il va y avoir du courant qui va circuler. La réalité, c'est qu'on va se mettre une pince ampère-métrique. On sera en mesure d'aller voir un petit ampérage donc du courant qui circule. Donc, la résistance interne de notre appareil de mesure, dans ce cas-ci, le multimètre, va être tellement justement élevé pour pouvoir permettre de canceller ces autres résistances-là superflues qui vont être sur le circuit, dans ce cas-ci, lorsqu'on est ouvert comme ça. Mais si on explique ça de cette façon-là, des fois, ça peut permettre aux étudiants de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans le circuit et de comprendre aussi l'importance que lorsqu'on va venir faire du rétrosondage pour le diagnostic électrique, ça va être super important justement d'être branché. Donc, on se teste rétrosondé dans nos connecteurs, branché dans notre circuit en fonction, évidemment. C'est là où est-ce qu'on va pouvoir venir vraiment vérifier l'état du circuit, l'intégrité des fils et vice-versa. Donc, en utilisant une règle aussi d'une seule main, lorsqu'on parle d'une seule main, c'est qu'on va venir mettre notre probe noire à la masse, peu importe sur la masse du châssis du véhicule. Donc, ça nous permet d'être un petit peu partout sur le véhicule et de trouver une bonne masse. On est déjà capable d'avoir une valeur à notre soustraction. Hein, c'est toujours probe rouge moins le probe noir dans ce cas-ci. La valeur du probe noir, elle est connue, donc près de 0 normalement. Et notre probe rouge, en fait, on va y aller avec une seule main, puis on va aller se placer là où est-ce qu'on doit aller se placer. L'ensemble CL1930, lui, c'est super génial pour ça. Il y a une petite erreur ici, c'est pas 2 fois des capteurs TPS, c'est un capteur analogique au niveau du sensor numéro 3. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est un appareil qui n'a vraiment aucune indication visuelle. Donc, on a réellement simplement un module, des fils, des connecteurs, des capteurs. Puis, ça va permettre vraiment justement de contrôler la maîtrise des étudiants avec leur base en électricité et leur compréhension de la lecture qu'ils obtiennent avec leurs appareils. Donc, ils doivent aller faire du diagnostic, ils doivent aller trouver les bonnes cosses pour rétrosonder, ils doivent analyser les valeurs qu'ils ont, que ce soit avec un multimètre ou un oscilloscope, puis vraiment faire leur diagnostic sans aucune aide visuelle. Quand on dit vraiment aucune aide visuelle, c'est évidemment, ils vont voir leur schéma électrique, mais il n'y aura pas de lumière ou de témoins lumineux qui peuvent les guider ou les aider, faciliter un petit peu la tâche. Fait que c'est vraiment eux et leur connaissance versus le produit. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant d'utiliser à un certain moment dans leur apprentissage. Très important d'avoir une structure bien précise en électricité, on le sait. Donc, c'est simple. Confirmer la plainte du client, symptômes connexes, analyse du schéma électrique. Puis par la suite, on va venir simplement se poser des questions qui sont assez importantes, à savoir est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Quand on parle de ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, on va parler de la composante ou des composantes. Si ça fonctionne mais pas efficacement, par exemple une lumière qui peut ne pas éclairer aussi efficacement qu'on l'espère, on peut prétendre une résistance parasite, puis déjà commencer à travailler dans cette optique-là. On va venir vérifier si on a un bon plus, un bon moins. Quand on parle d'un bon plus, un bon moins, c'est quoi ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en théorie, on ne devrait pas avoir une chute de tension de plus d'un volt sur le circuit d'alimentation et de la masse combinée ensemble. Néanmoins, la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Mais quand on parle d'un bon plus, un bon moins, le bon plus, normalement, on ne se tient pas très loin de la valeur de notre batterie et ou de ce que un ordinateur contrôleur peut nous envoyer comme voltage. Par exemple, ça peut être un 5 volts. Et évidemment, le négatif, en fait, ça va être, dans ce cas-ci, une valeur qui va être près de 0. Donc, si évidemment j'ai un bon plus et un bon moins, on peut dire que la composante elle serait en problème dans le cas d'une résistance parasite. J'ai un bon plus, mais pas un bon moins, la résistance parasite elle serait sur le circuit de masse, puis je pourrais l'isoler. Par la suite, pas un bon plus, mais un bon moins, à ce moment-là, la résistance parasite serait sur notre circuit d'alimentation, puis mon travail d'isolation peut se faire par la suite. Même chose pour le système ne fonctionne pas, évidemment. Tout ce qu'on va faire, c'est d'aller vérifier là où les fusibles qui sont impliqués dans notre circuit électrique.
Même chose, on va venir, la fusible est bonne, on va venir sur la composante pour pouvoir vérifier si on a un bon plus et un bon moins, pour pouvoir identifier sur quelle partie du circuit il y a notre circuit ouvert. Donc, est-ce que c'est sur le circuit d'alimentation, de masse ou la composante elle-même? Par rapport à un court-circuit, bien évidemment, on a parlé un petit peu tantôt de l'augmentation d'ampérage lorsqu'on avait une résistance mécanique, donc ne pas oublier cet aspect-là. Néanmoins, on passe sur un court-circuit possible à la masse. Donc, on va venir isoler les fils et les composants pour pouvoir vraiment vérifier si notre fil ou nos fils de circuit d'alimentation touchent à un moment ou à un autre à la masse. Donc, on va vraiment isoler ça. Et on va venir, dans ce cas-ci, si les fils sont bons, isoler les composantes pour vérifier si l'interne de la composante n'est pas court-circuité. Donc, ça, dans une autre partie, dans un autre webinaire, on pourrait vraiment décortiquer une charte de ce genre-là qui peut être vraiment simple, qui est une base. Hein, n'oublions pas que c'est une base, ça peut être modifié, ça peut être changé, mais on parle vraiment d'une base. Il ne faut vraiment pas oublier aussi de faire une inspection visuelle. OK? C'est un des aspects très importants à enseigner aux étudiants. Ça peut régler beaucoup de problèmes. On le sait. On n'est pas les seuls nécessairement à travailler sur un véhicule. Il peut y avoir une cliente ou un client qui arrive dans les garages, qui viennent d'un autre garage, peu importe. Il y a eu une autre réparation qui a été effectuée. Il y a un connecteur qui n'est tout simplement pas connecté, ou ça peut être justement un connecteur avec des fils qui sont coupés, un connecteur avec du verre de gris à l'intérieur. Bref, l'inspection visuelle fait de part et entière partie de tout ce qui est charte de diagnostic. Une autre petite activité, justement, comme je parlais, qu'on peut faire avec le CL1919 qui est super intéressante. Puis ça, c'est une activité là, que, comme je vous ai dit, que vous pourriez avoir accès juste simplement de nous le demander. Ici, on a un petit montage qui est simple qu'on va faire, qui est grosso modo une démonstration de, en fait, une vérification de tout ce qui est perte d'isolation. Donc, on va vraiment être en mesure de vérifier comment ça fonctionne dans les voitures, par exemple, électriques, la vérification lorsqu'on a une perte d'isolation. Donc, ici, je pars avec un fil simplement de mon alimentation. Je m'en vais à un interrupteur ici. On sort de notre interrupteur, on s'en va à notre bande 85 de notre relais. Par la suite, j'ai un autre fil d'alimentation qui part d'en haut à notre bande 30. Puis 87 à notre moteur. C'est ici. Par la suite, on va venir câbler notre relais. Disons simplement à la masse. Ensuite de ça, on va venir notre moteur à la masse, comme c'est ici. Ça prendre un autre fil qu'on va venir insérer sur notre résistance numéro 2 à un interrupteur momentané. Et l'interrupteur momentané ici à la masse. Donc, quel genre d'exercice qu'on peut faire avec ça? Évidemment, on peut venir prendre notre petit appareil multimètre ici sur le 1919, mesurer la chute de tension du moteur. On est à 14 volts. On va mettre la petite lumière comme c'est ici. On peut venir prendre un autre appareil comme un multimètre avec une pince ampermétrique. Donc, on va se mettre sur l'échelle de 20 ampères. Donc, c'est 100 millivolts pour 1 ampère. On va venir se zéroter. On va venir mettre l'appareil ici. On va venir se zéroter. On va se mettre sur le circuit de masse du petit moteur électrique. On peut venir encore faire notre démonstration de résistance mécanique qui va venir faire augmenter notre... Dans ce cas-ci, c'est des millivolts qu'on va pouvoir venir traduire en ampères. Ce qui est important de voir ici, c'est que lorsque je vais venir appliquer mon interrupteur momentané, je vais rajouter
un fil qui va venir simuler une perte d'isolation au niveau de notre alimentation de notre moteur électrique. Et ce qui va être important de vérifier, ça va être le voltage du multimètre, la vitesse de rotation. Et si je prends le fil d'alimentation du moteur électrique, ici, combiné avec le fil de masse, et que je les mets dans ma pince, je vais roter ma petite pince. Et voilà. Donc, normalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir une augmentation d'ampérage, comme on peut voir ici. On tombe à 40 millivolts. La vitesse du moteur électrique, elle reste la même. Et le voltage, lui aussi, reste le même. Donc, dans ce cas-ci, on peut venir démontrer que les ordinateurs dans nos différents véhicules électriques, ben, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont venir en fait, enregistrer toute perte d'isolation via l'ampérage qui va circuler dans le circuit. Ça n'affectera pas la vitesse de rotation du moteur électrique ni son voltage, OK, sa chute de tension. Par contre, ça peut être aussi intéressant d'appliquer ce genre de diagnostic-là sur un véhicule tout à fait normal. Disons, par exemple, que sur un véhicule tout à fait ordinaire, le moteur à combustion, on va avoir une ampoule qui n'arrête pas de faire griller là, sa fusible. Ben, à ce cas-ci, on pourrait venir faire le même genre de petit exercice, soit prendre notre pince ampermétrique sur les deux fils, là, soit l'alimentation et la masse, et vérifier, voir si on n'a pas une augmentation flagrante là, au niveau de l'ampérage. Donc, ça pourrait nous permettre de voir justement une genre de perte d'isolation. Hein, on ne parle pas ici de court-circuit direct à la masse, mais plutôt une perte d'isolation. Donc, ça peut être vraiment intéressant à aborder comme exercice. On a d'autres circuits qu'on a de préfet, là, soit on peut démontrer tout ce qui est du freinage régénératif, comme sur les voitures électriques avec le CL1919, encore une fois, super intéressant. On peut avoir un semblant de circuit hybride où est-ce qu'on peut montrer deux types de différents circuits qui peuvent alimenter un seul même. On peut faire un circuit de précharge. Aussi, encore une fois, là, pour pouvoir venir aborder tout ce qui est véhicule électrique. Une boucle HVIL. C'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Donc, on peut vraiment passer au prochain niveau avec cette boîte-là, là, CL1919. Donc, ça peut être vraiment là, intéressant. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Puis comme je vous dis, on va planifier une deuxième partie là, pour pouvoir vraiment là, explorer de long en large d'autres concepts. Puis ça pourrait peut-être même être un webinaire où est-ce qu'il peut y avoir du partage là, pour pouvoir vraiment avoir une espèce de ressources, que ce soit pour d'autres enseignants ou même voir des étudiants qui peuvent venir visionner les vidéos sur notre page YouTube, Consulab FR. Puis vraiment là, venir se référer sur plein de points intéressants par rapport à l'électricité. C'est pas mal tout pour ma présentation. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient des petites questions. Je vais juste simplement fermer mon PowerPoint. Ben, pour le moment, on n'a rien dans les questions à répondre, mais comme on vous a dit au début, je vais envoyer les coordonnées de Jean-Martin et Jérôme. Si par la suite vous avez des questions, vous pouvez les contacter sans problème. Comme Jérôme a dit aussi, la vidéo va être sur notre page YouTube, donc suivez-nous. Puis je vais vous envoyer aussi le lien dans le courriel suite au webinaire. Et vous pouvez aussi laisser des réponses dans les commentaires YouTube. Pas des réponses, des questions dans les commentaires YouTube sans problème. Aussi, je voulais rajouter que tous les circuits que Jérôme vient de montrer sont déjà disponibles dans les ressources éducationnelles sur le site web pour le produit CL1919. Donc, si vous avez le produit, vous devrez avoir accès à tout ça directement sur le site web. Donc, c'est ça. Puis, oui, on va faire la partie 2 en revenant en janvier. Donc, vous allez recevoir l'invitation également par courriel pour ça. C'est tout. On n'a pas d'autres questions. Donc, voilà. J'en profiterai juste pour dire, là, si jamais il y en a qui n'ont pas accès au site Internet, c'est vraiment pertinent, c'est important de faire une demande, là, ça ne coûte rien. Là, vous allez avoir accès à tous les documents, donc les 3 types de documents, que ce soit manuel d'utilisateur,
le guide de l'enseignant puis le guide de l'étudiant pour tous les produits là, dans votre centre. Puis même justement des documents ressources supplémentaires, comme dans ce cas-ci, là, des circuits électriques supplémentaires. Donc, si jamais c'est pas fait, prenez un petit 2 minutes, là, c'est vraiment pas long, c'est pertinent. S'il y en a qui ont de la difficulté, là, juste m'aviser, puis je vais parler avec Mégane, on va vous épauler là-dedans. Puis Parfait. juste prendre un petit Oui. 30 secondes pour dire un gros merci, puis félicitations à Jérôme pour tes 2 premiers webinaires, là. Chapeau. Merci. Super, ben, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Bonne fin de Yes, journée merci tout tout le le monde. monde. Bye bye. Merci.